Alors, avant de commencer cette conférence, je voudrais évidemment adresser un certain nombre de remerciements. Un remerciement tout d'abord à l'ensemble des partenaires qui permettent que ces manifestations existent. Un remerciement à Nicolas Forestier pour cette présentation. Un remerciement à Roman Kosakowski, VP Recherche de l'USMB, qui nous met dans les meilleures dispositions pour faire ce type d'intervention. Et puis à Pascal Balland, qui nous a bien aidé aussi, enfin en tous les cas qui m'a aidé dans la mise en forme du diaporama. Donc si le diaporama ne vous plaît pas sur le plan esthétique, vous en référez à Pascal Balland. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, j'ai oublié un remerciement énorme à vous d'être ici. Je le fais maintenant parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire à la fin après toutes les questions ennuyeuses que vous allez me poser. Mais bon. Alors je voudrais vous parler ce soir de la divagation de la pensée. En l'occurrence, une question qui se pose quand on évoque ce phénomène en psychologie, c'est est-ce que c'est un processus? Alors on verra d'ailleurs plus tard que c'est une famille de processus, mais on va commencer par faire comme si c'était quelque chose de singulier et d'unitaire. Donc est-ce que c'est un processus qui est nécessaire dans l'adaptation à notre environnement? Alors je pose la question, mais je vous préviens immédiatement, je ne vais pas y répondre. Je vais vous donner tout un tas d'éléments qui amènent finalement à plus un débat sur la finalité de cette question. Est-ce que réellement c'est un processus adaptatif ou pas? On n'en sait trop rien. Alors j'ai un avantage sur certains de mes collègues qui sont passés avant moi ici, c'est que ce phénomène-là, ce processus, on le connaît tous très bien, parce qu'on l'expérimente tous au quotidien. Souvent, on l'expérimente parce qu'il nous fait faire un certain nombre d'erreurs. En l'occurrence, ça nous est tous arrivé, ou presque tous arrivé, d'être tranquillement en train de conduire sur l'autoroute ou sur une route de campagne, mais plutôt sur l'autoroute en règle générale, et puis de ne pas faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire prendre la bretelle. Et évidemment, ça nous pose un certain problème a posteriori, des ennuis. Généralement, on va payer un petit peu plus cher l'autoroute, il va falloir faire demi-tour, etc., etc. Alors, dans ce type de situation, le fait d'avoir des pensées divagantes, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui ne sont pas focalisées sur ce que l'on est en train de faire, ça semble relativement naturel. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui, pour la plupart d'entre nous, est une tâche procédurale, automatique, donc qui ne requiert pas, ou en tous les cas qui n'est pas consommatrice de ressources attentionnelles, cognitives, etc. Et par conséquent, le fait d'avoir notre pensée qui divague, c'est quelque chose qu'on peut très naturellement associer à ce type de tâches. Pour autant, dans la littérature, il y a un certain nombre de recherches qui montrent que même lorsque la tâche n'est pas une tâche procédurale, n'est pas une tâche qui consomme peu d'attention, et bien même dans ces tâches-là, il y a de la divagation de la pensée. C'est-à-dire que quasiment l'ensemble des situations que l'on rencontre au quotidien eh bien, sont impactées par cette fonction, par cette divagation de la pensée. Alors, pour simplement essayer de définir de quoi on parle lorsqu'on parle de divagation de la pensée en psychologie, je vous propose deux définitions. Une définition qui a été donnée par Jonathan Smallwood et Jonathan Schooler, dont on va reparler un petit peu plus tard parce que c'est des gens qui ont beaucoup œuvré dans ce champ de recherche, et qui proposent que la divagation de la pensée, c'est un déplacement sans intention consciente de l'attention portée sur l'environnement présent à des pensées qui sont non reliées. Bon. Et puis il y a une deuxième définition qui nous est donnée par Christophe et son équipe, qui, eux, proposent que la divagation de la pensée, ou la pensée spontanée, c'est un état mental, ou une séquence d'états mentaux, qui survient relativement librement, en raison d'une absence de contraintes fortes sur le contenu de chaque état, et sur les transitions d'un état mental à un autre. Alors souvent, les définitions, quand on les lit comme ça, il y a tout un tas de jargon, on ne les comprend pas forcément. Si on essaie de tirer un petit peu la quintessence de ce que nous disent ces deux définitions, eh bien, ce qu'elles nous disent, ces deux définitions, c'est d'une part que la divagation de la pensée, ça apparaît comme un phénomène qui est non conscient. Alors ça, c'est très discuté, et je reviendrai dessus tout à l'heure, et on verra que cette idée de non-conscience de ce phénomène, elle n'est pas forcément établie, et il y a un certain nombre d'études qui ont amené des données qui montrent que ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis, deuxième chose que nous apprend ces définitions, c'est que
la divagation de la pensée, c'est quelque chose qui interviendrait lorsqu'il n'y a pas de contrainte forte qui pèse sur l'orientation de nos pensées. Alors c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de vous montrer juste avant, en vous disant que finalement, la divagation de la pensée, ça touche à peu près toutes les tâches que l'on expérimente au quotidien. Et effectivement, cette définition, elle est un petit peu trop restrictive parce qu'elle suppose que cette divagation de la pensée n'intervient que dans des tâches qui sont relativement procédurales, assez peu consommatrices à nouveau en ressources attentionnelles et cognitives. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, si on regarde un petit peu les caractéristiques de ce phénomène, les différentes études qui se sont intéressées à la fréquence de la divagation de la pensée dans notre vie quotidienne indiquent, alors il y a une fourchette qui est très large, hein, mais bon, c'est parce que les études n'ont pas été menées de la même façon, sur les mêmes populations, etc. Mais si on fait un petit peu une synthèse de toutes ces études, ce qu'elles montrent, c'est qu'on passerait entre 23% et 50% de notre temps éveillé à avoir des pensées qui sont dirigées vers autre chose que ce que l'on est en train de faire, donc des pensées divagantes. Ce qui est assez important, vous en conviendrez. Il y a un certain nombre de choses que l'on sait sur ce phénomène. Première chose, c'est qu'elle touche tout le monde. On n'a pas actuellement de cas, en tous les cas pas à ma connaissance, d'individus ou de groupes d'individus qui échapperaient à la divagation de la pensée. Deuxième aspect qui est extrêmement important et extrêmement intéressant, ce qu'on constate, c'est que ces pensées divagantes, majoritairement, elles impliquent le soi. Elles nous impliquent nous, elles sont auto-centrées. Ce sont nous qui sommes les acteurs de ces pensées dans la majorité des cas. Troisième chose, ce que montrent les études, c'est que ces pensées, il y a une très forte proportion de ces pensées qui sont dirigées vers le futur. Alors non seulement elles nous impliquent, nous, mais elles nous impliquent, nous, dans le futur. Alors on reviendra sur cet aspect un petit peu plus tard, parce qu'on verra que c'est probablement une des fonctions fondamentales de la divagation de la pensée, nous accompagner dans notre capacité à voyager mentalement dans le temps et à voyager dans le futur. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, dernier aspect dont on est à peu près sûr sur ce phénomène, c'est qu'elle est complètement indépendante du type d'activité. On la retrouve dans toutes les activités de la vie quotidienne. Il y a un papier fameux de Killingsworth et Gilbert de 2010 qui montre que cette divagation de la pensée, les gens déclarent avoir des épisodes de divagation de la pensée dans un ensemble d'activités de la vie quotidienne qui va de la lecture jusqu'à faire l'amour. Eh oui, on y échappe. Alors, pour autant, je vous parle depuis le début d'un concept comme si c'était quelque chose de complètement unitaire. Comme si la divagation de la pensée, c'était quelque chose qui avait des caractéristiques qui s'appliquaient de façon uniforme à toutes les situations de la vie quotidienne. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc au début, lorsqu'on a commencé à étudier ce phénomène de divagation de la pensée, on a considéré qu'il s'agissait d'un phénomène qui était unitaire, avec des caractéristiques, voilà, et puis on a commencé à l'étudier, on a essayé de le définir. Et puis au fil du temps, lorsque les données se sont accumulées sur ce processus, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Et donc on est passé d'une vision unitaire de ce concept à une vision morcelée. Autrement dit, la divagation de la pensée, ce n'est pas un phénomène, c'est une famille de fonctions différentes et qui s'expriment probablement de façon différente dans nos activités quotidiennes, avec évidemment des répercussions et des conséquences différentes sur nos activités de la vie quotidienne. En l'occurrence, à l'heure actuelle, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont réunies sous ce grand chapeau qu'est la divagation de la pensée, qui sont des formes différentes de divagation de la pensée. Alors on parle de pensée non reliée à la tâche en cours, on parle de pensée sinueuse non guidée, on parle aussi de pensée non intentionnelle. Alors c'est souvent des traductions de l'anglais, donc ce n'est pas forcément de très très bonnes traductions. On parle aussi de pensée indépendante des stimuli ou de pensée non consciente. Alors toutes ces différentes formes de divagation de la pensée, ce qui est intéressant, c'est qu'elles partagent des caractéristiques communes. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques qui peuvent définir ces différentes formes de divagation de la pensée, mais qui ne s'appliquent pas à toutes ces formes. Et d'ailleurs, quand on regarde
dans la littérature. Ces caractéristiques, alors en voilà quelques-unes, je vous en proposerai d'autres après. En l'occurrence, ces différentes formes de divagation de la pensée peuvent être définies en fonction de leur caractère intentionnel ou non intentionnel, en fonction du fait qu'elles sont indépendantes des stimuli, qu'elles sont oui ou non reliées à la tâche, qu'elles sont sinueuses. Alors, pensée sinueuse, ça veut simplement dire qu'on passe un peu du coq à l'âne. Et dans les pensées divagantes, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des sauts de pensée, comme ça, on passe d'une chose à une autre, et souvent de façon absolument pas organisée ni hiérarchisée. On peut aussi entendre parler de pensée non guidée. Et quand on regarde un petit peu les définitions qui sont données, eh bien, en fonction des auteurs, on a des définitions de la pensée, de la divagation de la pensée, qui vont réunir certaines de ces caractéristiques et pas d'autres. Par exemple, pour Paul Célie et ses collaborateurs, la divagation de la pensée, c'est quelque chose qui peut être intentionnel, non intentionnel, qui est non relié à la tâche. Pour quelqu'un comme McVey, Jennifer McVey, eh bien, la divagation de la pensée, c'est quelque chose qui peut être non intentionnel, non relié à la tâche. On peut prendre aussi une autre définition qui a été donnée par David Sawarczyk, qui lui dit que la divagation de la pensée, c'est quelque chose qui est non relié à la tâche et qui est indépendant des stimuli. Et puis enfin, une dernière définition que je vous ai proposée déjà tout à l'heure, celle de Christophe et de ses collègues, qui dit que la divagation de la pensée, c'est quelque chose qui est non guidé, qui est sinueuse, et puis qui est non intentionnel. Donc ces différentes formes de divagation de la pensée, on est à peu près sûr que, je vais essayer d'en faire la démonstration ultérieurement, on est à peu près sûr qu'elles se différencient en raison de ces différentes caractéristiques que j'ai pu proposer, et que leurs conséquences sur notre fonctionnement, évidemment, n'est pas le même. Alors il y a d'autres caractéristiques qui peuvent être des indicateurs de ce que c'est que cette divagation de la pensée. On peut la caractériser en fonction, par exemple, de son orientation. Est-ce qu'on a des pensées qui sont dirigées plutôt vers le passé, plutôt vers le futur? Elles peuvent être aussi caractérisées en fonction de leur valence. Autrement dit, est-ce que ce sont des pensées plutôt positives, plutôt négatives, de leur caractère répétitif ou pas? On peut aussi les caractériser en fonction de l'implication de soi uniquement ou de soi et autrui. Bref, il y a un certain nombre de caractéristiques qui nous permettent de différencier ces différentes formes de divagation de la pensée. Alors avant d'aborder les éléments qui vont nous permettre d'essayer de répondre à cette question, est-ce que c'est un processus adaptatif ou pas, je voudrais juste vous parler de... c'est la partie la plus ennuyeuse de cette intervention. Des différentes approches théoriques qui expliquent pour quelles raisons la divagation de la pensée émergerait. Pourquoi est-ce que, à partir d'un certain temps, nos pensées s'échapperaient, ne seraient plus focalisées sur ce que l'on est en train de faire. Alors il y a plusieurs hypothèses qui permettent d'expliquer ça. La première hypothèse, elle a été proposée il y a déjà un certain nombre d'années par Eric Klinger. Elle a été proposée dans les années 70, à la fin des années 70, à peu près en même temps où naissait l'Université de Savoie, donc il y a à peu près 40 ans. Eh bien, les premières études sur la divagation de la pensée commençaient à émerger, et Eric Klinger proposait une théorie pour expliquer pourquoi est-ce que notre pensée s'échappe. Alors selon lui, notre pensée s'échappe parce que finalement on s'ennuie. Alors on s'ennuie, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais ce qu'il propose, c'est que la divagation de la pensée, c'est quelque chose qui interviendrait en raison de l'importance des pensées autogénérées. C'est-à-dire que nos pensées autogénérées, les pensées internes, prendraient le pas sur tous les stimuli qui sont dans notre environnement. Et donc ces pensées, dès l'instant où elles deviendraient plus importantes que finalement tous les stimuli qui sont dans notre environnement, eh bien, notre attention ne serait plus focalisée sur l'environnement, mais alors soit cette attention serait en quelque sorte interrompue, soit au contraire, cette attention serait focalisée sur nos pensées internes. On va en reparler un petit peu après. Deuxième hypothèse qui a été proposée pour expliquer les raisons pour lesquelles la divagation de la pensée émerge. Alors c'est une hypothèse qui a été proposée à la fin des années 2000, début des années 2010, qui a été proposée par Jennifer McVey et Michael Kane, qui propose une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de défaillance du contrôle exécutif. Alors le contrôle exécutif, pour faire très court, c'est tous les processus, les mécanismes qui permettent de contrôler nos activités au quotidien. C'est ce qui nous empêche de faire
des choses qui ne sont pas socialement acceptables en public, c'est ce qui nous permet de focaliser notre attention sur certains aspects de notre environnement, etc., etc. Et donc ce que disent ces deux auteurs, c'est que finalement la divagation de la pensée, eh bien ça serait le résultat, alors automatique, non intentionnel, c'est très discutable, ça serait le résultat de notre incapacité à conserver notre focus attentionnel sur la tâche en cours. Alors plus récemment, ces deux auteurs, ils ont fait un mixte entre ce qu'a proposé Eric Klinger et leur propre hypothèse. Et ce qu'ils ont proposé, c'est l'hypothèse de défaillance du contrôle exécutif et des préoccupations actuelles. Et donc ce que dit cette hypothèse, vous vous en doutez un petit peu, c'est que finalement le décrochage des processus de contrôle exécutif, notamment attentionnel, serait provoqué par le peu d'intérêt des informations qui sont présentes dans notre environnement. Évidemment, cette hypothèse, elle cadre bien avec tout un tas d'autres de résultats qui ont été trouvés depuis qu'ils avaient émis leur propre hypothèse. Et puis, dernière hypothèse qui a été proposée par Jonathan Smallwood et Jonathan Schooler, dont on a déjà parlé tout à l'heure et qui ont été parmi les premiers à donner une définition relativement consensuelle de la divagation de la pensée. Alors eux, ce qu'ils proposent, c'est une hypothèse du découplage. Si vous avez suivi sur ce que je vous ai dit par rapport à l'hypothèse de défaillance du contrôle exécutif, ce que dit l'hypothèse de défaillance du contrôle exécutif, c'est que ces mécanismes, ces processus de contrôle exécutif seraient à un moment donné interrompus. C'est ça cette idée de défaillance du contrôle exécutif. C'est-à-dire qu'il serait coupé et on aurait cette émergence de la divagation de la pensée. Ce que proposent Jonathan Smallwood et Jonathan Schooler, c'est un petit peu différent. Ce qu'ils disent, c'est que finalement, ce processus de divagation de la pensée, c'est quelque chose qui entre en concurrence avec notre environnement externe, pour faire très court. Et ce qu'ils disent, c'est que l'émergence, ou plus exactement, ils n'expliquent pas vraiment l'émergence de la divagation de la pensée, ce qu'ils expliquent, c'est plutôt pourquoi la divagation de la pensée se maintient pendant un laps de temps plus ou moins important. Cette divagation de la pensée, elle serait due au fait que ces mécanismes de contrôle exécutif, ces mécanismes attentionnels, seraient tout simplement réalloués à nos pensées internes. Donc la situation est assez simple, on a des mécanismes, des processus de contrôle exécutif qui sont alloués à notre environnement externe. À un moment donné, ces mécanismes ne vont plus être alloués à notre environnement externe, mais vont être réalloués à nos pensées internes. Donc ils ne sont pas mis en sommeil, ils sont juste réattribués, finalement. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que les deux premières hypothèses, je souligne là en rouge, ces deux premières hypothèses, elles permettent d'expliquer la première phase de la divagation de la pensée, c'est-à-dire pourquoi la divagation de la pensée émerge. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nos pensées s'évadent et vont vers autre chose que ce que l'on est en train de faire, alors que l'hypothèse du découplage, elle explique plus pour quelles raisons les pensées divagantes se maintiennent pendant un certain laps de temps, avant qu'on se rende compte qu'on était en divagation de la pensée et puis qu'on revienne à nos moutons. Ok, alors voilà ce que je voulais juste vous présenter par rapport à l'initiation de la divagation de la pensée et à ce maintien. Ces hypothèses, elles n'expliquent pas à quoi sert la divagation de la pensée. C'est-à-dire qu'elles n'expliquent pas quelle est sa fonction. Et finalement, ce dont je voudrais vraiment vous parler ce soir, c'est plutôt de la fonction. À quoi est-ce que ça sert, ce processus de divagation de la pensée? Alors quand on regarde un petit peu la littérature sur ce phénomène, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement ambivalent, d'où Janus, pour ceux qui l'auraient reconnu. J'aime bien enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de lui. Donc c'est un concept qui est relativement ambivalent, dans la mesure où on a quasiment autant d'études qui montrent que la divagation de la pensée a des conséquences néfastes sur notre fonctionnement, que d'études qui montrent que la divagation de la pensée a des conséquences positives sur notre fonctionnement. Alors on va essayer de voir un petit peu les deux, en commençant par les aspects négatifs. Alors deux raisons à cela. Il y a une raison chronologique. Les premières études sur la divagation de la pensée, donc fin des années 70, début des années 80. Alors il y a d'autres études plus anciennes, mais qui n'étaient pas forcément rigoureusement menées et sur lesquelles on peut avoir un certain nombre de doutes. Mais si on prend un peu la chronologie, on peut dire que ça commence à émerger, ces études, dans les années 70. Et ces premières études
Ce à quoi elle s'intéresse, c'est aux effets négatifs de la divagation de la pensée. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je commence par ces effets négatifs. Et puis la deuxième raison, c'est que je terminerai par les effets positifs, donc on va terminer sur une bonne note. C'est tout. Alors, il y a tout un tas d'effets négatifs qui ont été montrés. Je vais juste vous en présenter quelques-uns avec des illustrations à chaque fois pour essayer que vous compreniez bien en quoi ces effets sont négatifs. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont essayé de montrer, c'est des études qui ne sont pas forcément très, très récentes, qui ont essayé de montrer en quoi ce phénomène de divagation de la pensée provoque un coût, notamment en atténuant nos capacités à traiter les informations de notre environnement. Alors, évidemment, il y a tout un tas d'études qui ont cherché à montrer cela. Je vais vous en présenter juste une pour illustrer un petit peu cet aspect-là. Alors, c'est une étude qui porte sur le découplage des pensées et qui cherche à comprendre si ce découplage des pensées a un effet sur nos capacités attentionnelles. Si ça a un effet sur nos capacités attentionnelles, ce dont on peut se douter, hein, mais encore faut-il le montrer, si ça a un effet sur nos capacités attentionnelles, eh bien nécessairement, il devrait y avoir des répercussions, en tous les cas, sur nos capacités à traiter l'information qui provient de l'environnement. Donc on sait, enfin on se doute en tous les cas, que la divagation de la pensée, ça correspond à un découplage de la pensée. Nos pensées, on sait qu'elles sont désengagées de notre environnement. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des répercussions sur les aspects attentionnels, et est-ce que cette répercussion sur les aspects attentionnels se traduit par des diminutions de performance sur différentes tâches qu'on peut faire passer à nos sujets. Alors il y a une étude qui a été réalisée par Todd Handy et Julia Kahn en 2013, où ils se sont intéressés à ce phénomène, et ils ont essayé de montrer dans quelle mesure la focalisation attentionnelle, c'est-à-dire notre capacité à monitorer en quelque sorte les éléments qui sont dans notre environnement, eh bien, est-ce que cette capacité, ce focus attentionnel est coupé, ou en tous les cas, ces capacités sont diminuées lorsqu'on est en divagation de la pensée. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à des participants de faire des tâches dont on va voir qu'elles sont relativement ennuyeuses. Et ce qu'ils vont montrer au final, c'est que les participants dans leur étude qui déclarent des épisodes de divagation de la pensée ne bénéficient plus de ce qu'on appelle un effet d'amorçage. Alors, là aussi, pour expliquer très rapidement ce que c'est qu'un effet d'amorçage, alors il y a tout un tas d'effets d'amorçage différents et variés, mais je vous donne juste une illustration. Un effet d'amorçage, c'est juste un effet facilitateur du traitement d'une information, parce que précédemment, on a présenté une autre information qui va justement faciliter ce traitement. Par exemple, si je vous présente des images avec, par exemple, l'image d'une voiture, et puis que ultérieurement, je vous demande de compléter un trigramme de lettres, par exemple, les 3 premières lettres V, O, I. Si je vous ai présenté l'image d'une voiture précédemment, il y a une probabilité plus importante pour que vous complétiez ce trigramme avec le mot voiture qu'avec le mot voisin. Donc c'est ça cet effet facilitateur, c'est ça cet effet d'amorçage. Et ce que montrent Kahn et Handy, c'est que les personnes qui déclarent être en divagation de la pensée ne bénéficient plus de cet effet d'amorçage. Alors comment est-ce qu'ils ont montré ça ? Ils ont fait faire une tâche à leurs participants particulièrement fastidieuses, mais bon, c'est des tâches qu'on fait, nous, psychologues, on est un petit peu bébêtes parfois. Ce qu'on demande de faire aux participants, en tous les cas ce qu'ont demandé les auteurs à leurs participants de faire, c'est de détecter à quel endroit d'un écran d'ordinateur apparaissait une cible, en l'occurrence un X. Donc ce X, il apparaissait soit à droite sur l'écran d'ordinateur, soit à gauche. Et avant la présentation de ce X, avant chaque présentation de cette lettre, il y avait un indice qui était présenté. Donc soit on présentait un rond vert, cet indice indiquait que le X apparaissait à gauche sur l'écran de l'ordinateur, soit un rond rouge, et cet indice indiquait que le X devait apparaître à droite sur l'écran d'ordinateur. Dans 80% des cas, cet indice il est fiable. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit apparaître, dans 80% des cas, quand on voit apparaître un rond vert, effectivement, la cible apparaît à gauche. Dans 80% des cas, quand on voit apparaître un rond rouge, effectivement, la cible apparaît à droite. Et puis dans 20% des cas, ça ne marche pas. C'est pas fiable. Alors il y a une autre condition, alors qui ne nous intéresse pas forcément, ce n'est pas en tous les cas ce qui nous intéresse ici, une autre condition où l'indice était fiable dans 50% des cas uniquement.
Alors, ce qui suppose que là, les participants doivent mettre en place des stratégies particulières pour diriger leur attention, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats qui sont obtenus. Alors, pour essayer de résumer un petit peu les choses, alors évidemment, pendant la tâche, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est quand même important, c'est qu'on demande régulièrement aux participants quel est l'état de leurs pensées. Est-ce que leurs pensées sont focalisées sur ce qu'ils sont en train de faire, ou au contraire, est-ce que leurs pensées sont ailleurs? Ce qu'on constate, c'est que quand les gens déclarent que leurs pensées sont focalisées sur la tâche en cours, il y a un effet d'amorçage. En fait, cet effet d'amorçage, il est juste ici, voilà, c'est cette différence entre ces deux barres. Ça signifie que lorsque l'indice est cohérent, eh bien, ça facilite la détection de la cible. Bon, jusque-là, aucun problème. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand les personnes disent avoir eu des pensées divagantes avant de répondre sur l'endroit où se situe la cible, eh bien, dans ce cas-là, l'effet d'amorçage, il est complètement annulé. Donc ça veut dire que, effectivement, ce découplage de nos pensées a un effet sur notre focalisation attentionnelle. Et cet effet, il est assez délétère puisqu'il nous empêche de bénéficier ici d'un effet d'amorçage. Alors c'est tout à fait trivial, hein, mais peut-être que dans la vie quotidienne, ça peut s'avérer beaucoup plus important dans un certain nombre de situations. Dans cette étude, il montre aussi que non seulement il y a une diminution du traitement des informations spatiales, mais il y a aussi une altération de l'efficacité des comportements moteurs. Alors comment est-ce qu'ils ont montré ça? Simplement, ils ont fait une tâche qui est une tâche là aussi extrêmement excitante. C'est une tâche attentionnelle où on demande aux participants de suivre sur l'écran une cible. Donc c'est une poursuite de cible. Et donc ils demandent aux participants de suivre cette cible qui se déplaçait sur l'écran, toujours en leur demandant régulièrement quel était l'état de leur pensée. Et ce qu'ils constatent, c'est que lorsque les participants déclarent des épisodes de divagation de la pensée, évidemment, le suivi de la cible est moins bon. Donc, ça a des répercussions au niveau du traitement des informations spatiales, mais aussi au niveau de l'efficacité des comportements moteurs. Deuxième type d'effet délétère de la divagation de la pensée, c'est sur un certain nombre d'activités de la vie quotidienne. Alors ça, vous avez tous expérimenté, je suppose, ce phénomène, lorsque vous lisez un livre, un article, peu importe, arrivé à la fin d'un paragraphe, genre d'une page, vous vous rendez compte que il faut recommencer parce que vos pensées étaient ailleurs et vous n'avez absolument pas compris ce que vous venez de lire. Donc ça nous arrive tous. Alors ça a des conséquences négatives sur les activités de la vie quotidienne. Là, sur la lecture, les conséquences ne sont pas dramatiques. Il y a une équipe de chercheurs dirigée par Matthew Yanko qui s'est intéressée aux conséquences de la déviation de la pensée sur la conduite automobile. Alors ils ont fait une étude qui est assez intéressante parce qu'elle est assez proche finalement d'une situation écologique. Donc ils ont mis des participants dans un simulateur de conduite. Alors pour la petite histoire, c'était un modèle de Ford Focus pour ceux que ça intéresse. Bon, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Et ce qu'ils demandent dans cette tâche, qui est une tâche très simple de conduite en situation de conduite sur l'autoroute, il leur demande de conserver une distance de sécurité par rapport à une voiture qui les précède. Donc il leur demande de conserver une distance de 30 mètres avec la voiture qui les précède. Donc ils doivent suivre cette voiture. L'expérience dure 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, la voiture qui précède, elle est programmée pour freiner 60 fois. Pendant ces mêmes 30 minutes, on va interrompre les participants à l'aide d'un son quelconque, et cette interruption leur signale qu'ils doivent indiquer l'état de leur pensée. Est-ce que leur pensée était focalisée sur ce qu'ils étaient en train de faire, ou au contraire, est-ce que leur pensée était ailleurs? Et les auteurs vont prendre 3 mesures. Première mesure, ils vont prendre le temps de freinage à partir du moment où le véhicule qui est devant freine. Donc, combien de temps mettent les participants pour réagir et pour freiner à leur tour dès l'instant où le véhicule qui les précède freine. Ils vont mesurer aussi la distance entre le véhicule qui précède et le véhicule des participants dans les 10 secondes qui précèdent le moment où on leur demande où sont leurs pensées. Et puis, ils vont aussi mesurer la vitesse des participants, là aussi dans les 10 secondes qui précèdent
le moment où on leur demande quel est l'état de leur pensée. Et alors, ce qu'ils montrent, c'est la chose suivante. Lorsque les participants déclarent avoir des pensées divagantes, il y a une augmentation qui est significative du temps que mettent les gens pour freiner. Donc les gens qui se déclarent être en divagation de la pensée mettent significativement plus de temps pour freiner que les gens qui se déclarent avoir leur pensée focalisée sur la tâche en cours. Quand on regarde la vitesse, dans les 10 secondes qui précèdent le moment où on leur demande l'état de leur pensée, eh bien pour les personnes qui déclarent avoir été en divagation de la pensée dans ces 10 secondes qui précèdent, eh bien on constate une vitesse plus élevée, là aussi significative, par rapport aux personnes qui déclarent avoir les pensées focalisées sur la tâche en cours. Et enfin, sur le maintien de cette fameuse distance de 30 mètres entre le véhicule qui précède et le véhicule des participants, eh bien, ce qu'on constate, c'est que pour les personnes qui disent « j'étais en divagation de la pensée », eh bien, cette distance, elle est là aussi significativement plus courte que pour les personnes qui déclarent être en focalisation intentionnelle. Donc il y a un certain nombre de conséquences comme ça sur les activités de la vie quotidienne. On va parler de la lecture tout à l'heure. Il y a d'autres activités de la vie quotidienne qui sont impactées négativement par la divagation de la pensée. Ça a des conséquences aussi négatives sur les activités cognitives, quasiment toutes les activités cognitives. Alors ici, un exemple d'une étude qui a été réalisée là aussi en situation écologique, en tous les cas là vraiment en situation écologique. C'est une étude qui, de mon point de vue, est assez intéressante. Alors en l'occurrence, cette étude elle a été réalisée pendant un cours de psychologie. Donc c'est des chercheurs en psychologie qui se sont dit tiens, on va faire ça pendant notre cours. Et oui, on est payé à rien faire. Ou en tous les cas, enfin bon bref. Et donc ce qu'ils font, c'est que pendant 4 cours consécutifs, ils vont insérer dans leur diaporama, donc leur présentation, la même présentation que je suis en train de vous faire actuellement, ils vont insérer des diapos dans lesquels ils demandent aux participants quel est l'état de leur pensée. Est-ce que vous avez des pensées focalisées sur ce que j'étais en train de vous dire, focalisées sur le cours, ou au contraire, est-ce que vos pensées étaient des pensées divagantes. Bon. Et puis ensuite, à l'issue de ces 4 cours, ils vont poser des questions sur le contenu du cours, et en l'occurrence, ils vont poser des questions sur le contenu des diapos qui précèdent la diapo qui demandait quel était l'état de leur pensée, et sur la diapo qui suit juste la diapo sur laquelle on demandait l'état de leur pensée. Et ce qu'ils constatent, c'est que, alors, sans trop de surprise, les personnes qui déclarent avoir eu des pensées divagantes, globalement, ils répondent moins bien que les personnes qui disent avoir été focalisées sur le cours, sur la tâche. Bon, ça c'est sans surprise. Là où c'est intéressant, c'est que l'impact de la divagation de la pensée, elle n'apparaît que sur les questions qui portent sur les diapos qui sont avant la diapo sur laquelle on demande l'état de leur pensée. Sur la diapo qui suit, cette diapo où on leur demande l'état de leur pensée, il n'y a aucun effet de la divagation de la pensée. C'est comme si le fait d'avoir demandé aux personnes quel est l'état de votre pensée, ça nous a un petit peu ramené à la réalité et on se remet à suivre le cours. Alors ici, ce qu'on constate, c'est que la divagation de la pensée, elle diminue l'efficacité de la rétention d'informations en mémoire, et donc avec des conséquences évidemment qui peuvent être assez importantes pour des examens ultérieurs éventuellement. Alors voilà, je vous ai présenté un petit échantillon d'effets délétères, néfastes de la divagation de la pensée. La question qui finalement, enfin en tous les cas pour ma part, que je trouve vraiment la plus motivante, c'est finalement pourquoi est-ce que, si on prend ça un petit peu par le bout de la lorgnette de théorie évolutionniste ou de la psychologie évolutionniste, pourquoi pas, la question qui peut se poser, c'est finalement pourquoi est-ce qu'un tel processus perdure ? Pourquoi est-ce qu'il a subsisté dans l'évolution ? Pourquoi est-ce qu'on passe encore 50% de notre temps éveillé à avoir des pensées divagantes si on a des conséquences aussi néfastes, aussi délétères ? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ? Et est-ce qu'on ne peut pas essayer de parvenir à conserver notre attention continuellement sur notre environnement extérieur ? Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas réaliser le rêve de Patrick Lelay d'arriver à rendre disponible le cerveau des gens de façon continue ? Eh bien, ça c'est intriguant parce que quand on reprend
justement ce qu'avait dit Patrick Lelay, enfin c'est plutôt ce qu'il avait écrit. Alors il y a une phrase évidemment qui est restée dans les mémoires, mais quand on reprend l'intégralité de ce qui était dit, pour nous en tant que scientifiques, il y a au moins 2 aspects qui sont extrêmement intéressants. Alors je vous la lis. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. La base, le métier de TF1, TF1 a disparu pour les plus jeunes, ne cherchez pas, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Donc, il faut éviter la divagation de la pensée, si on réduit un petit peu les choses. Nos émissions ont pour vocation à le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre 2 messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, donc c'est la phrase qui est restée. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est cette phrase-là. Et quand je lis cette phrase-là, je me dis que Patrick Lelay a raté sa vocation, c'est un grand scientifique. Parce que ce qu'il constate, c'est que finalement, rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. Et a priori, il y a assez peu de moyens pour obtenir cette disponibilité. Bon, et il poursuit ensuite que c'est là que se trouve le changement, etc. etc. Alors effectivement, c'est très difficile d'avoir une disponibilité constante de nos processus attentionnels, exécutifs, etc., sur notre environnement. Et donc la question, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on a de temps en temps nos pensées comme ça qui s'échappent? Certainement qu'il doit y avoir des aspects positifs. Et effectivement, il y a un certain nombre d'aspects positifs à la divagation de la pensée. Alors tout simplement, quand on regarde un petit peu l'histoire, la façon dont certaines découvertes ont été faites, ou en tous les cas la façon dont sont évoquées, la façon dont certaines découvertes ont été faites, d'Archimède qui a découvert le principe du même nom en prenant son bain, à Henri-Jules Poincaré qui aurait découvert la géométrie non euclidienne en prenant son bus lors d'une promenade à Coutances, et puis plus proche de ce que l'on fait nous, Francine Shapiro, complètement à droite, qui aurait découvert les bienfaits d'une pratique thérapeutique particulière qui est le MDR en se promenant autour d'un lac, et puis qui aurait promené son regard comme ça, et ça aurait diminué ses angoisses face au cancer. Donc toutes ces découvertes, quand on lit un petit peu les comptes rendus qui relatent ces découvertes, eh bien on a le sentiment que derrière, il y a cette espèce de divagation de la pensée qui était là. Ah, ça m'est venu, voilà, l'eureka, comme ça. Eh bien, cette notion liée un petit peu à la créativité, il y a des études qui montrent qu'effectivement, la divagation de la pensée, c'est un phénomène qui a une implication très positive sur la créativité. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut le montrer. Et en l'occurrence, c'est ce qu'ont montré Benjamin Baird et son équipe en 2012. Alors, ils ont fait une étude, de mon point de vue, je trouve extrêmement élégante, mais c'est mon point de vue. Et ils se sont intéressés à un aspect particulier de la créativité, qui est la pensée divergente. Alors, ils se sont intéressés à cette forme de créativité, ou cette composante de la créativité, à l'aide d'une épreuve qui est validée, qui s'appelle l'Alternative Unusual Uses Task. On va appeler ça pour la suite une tâche de créativité. Et leur objectif était de voir si la divagation de la pensée, ça constitue ce qu'on appelle une période d'incubation, donc qui pourrait être mise à profit pour améliorer les performances dans des tâches de résolution de problèmes, comme peut l'être cette tâche de créativité. Et donc, ils vont comparer les performances de différents groupes de participants dans différentes conditions, des conditions dans lesquelles les participants vont réaliser une première fois cette tâche de créativité, puis vont être interrompus. Pendant cette interruption, on va leur faire différentes choses, on va voir quoi après. Et puis, ils vont réaliser une deuxième fois cette tâche de créativité avec des nouveaux problèmes. Et ce que vont faire les auteurs, c'est de comparer si la performance des participants augmente entre la première et la deuxième phase. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette tâche de créativité, c'est juste un exemple. Là, par exemple, il s'agit de trouver le plus grand nombre d'utilisations inhabituelles pour cet objet qui est une brique, donc il faut trouver des utilisations complètement inhabituelles.
Alors comment est-ce que ça marche? Pour faire très rapidement le tour de la procédure. Donc il y a une première phase dans laquelle on demande à tous les participants de réaliser cette tâche de créativité. Donc il y a 4 problèmes qui sont réalisés. Et puis à l'issue de cette première phase, les participants vont être aléatoirement mis dans 4 conditions différentes. Une condition, celle-ci ici, qui est, on peut considérer comme étant la condition contrôle, où les participants vont faire une série de 4 problèmes de cette tâche de créativité. Sans aucune interruption, ils vont ensuite réaliser 4 autres problèmes. Donc il n'y a pas d'interruption. Et puis 3 conditions dans lesquelles les participants sont interrompus. Une première condition dans laquelle les participants sont interrompus, et pendant cette interruption, on leur demande de faire une tâche très simple, qui était une tâche assez ennuyeuse, détecter l'apparition d'une lettre. Deuxième groupe de participants à qui on demande de réaliser pendant cette interruption une tâche beaucoup plus complexe, donc qui mobilise des capacités attentionnelles, des capacités exécutives, etc. Troisième groupe de participants, à nouveau que l'on interrompt, et qui, pendant cette interruption, ne font rien. On leur demande de ne rien faire. Pendant cette interruption de 12 minutes, et à l'issue de cette interruption de 12 minutes, les participants qui ont bénéficié de cette interruption, on leur demande, à l'aide d'une mesure qui est validée, de reporter l'état de leur pensée pendant cette interruption. Et puis, à l'issue de cette interruption, deuxième série de problèmes. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu d'interruption, cette deuxième série de problèmes, ils l'ont faite, évidemment, immédiatement. Alors, les résultats qui sont obtenus sont les suivants. Premier résultat, la fréquence de divagation de la pensée, telle qu'elle est déclarée par les participants, cette fréquence est plus élevée dans le groupe qui a été interrompu et à qui on a demandé de faire une tâche simple que dans le groupe qui a été interrompu à qui on a demandé de faire une tâche complexe. Donc il y a une fréquence plus élevée de divagation de la pensée pour ces gens-là. Deuxième résultat, le groupe qui n'a pas eu d'interruption voit ses performances diminuer. Donc entre les premiers problèmes de la tâche de créativité et entre les seconds problèmes de la tâche de créativité, il y a une diminution des performances. Dans la condition où les personnes ont été interrompues, on leur a dit de ne rien faire, les performances restent stables. Ils sont aussi bons dans les problèmes qu'ils ont réalisés dans la première phase que dans la seconde phase. Dans la condition où les participants ont été interrompus et où on leur a demandé de faire une tâche complexe, il y a une légère augmentation des performances qui n'est pas significative. Et puis enfin, dans la condition où les personnes ont été interrompues et on leur a demandé de faire une tâche simple, il y a une augmentation significative, très importante, de la créativité. Donc, on a une preuve ici. Alors, ces résultats, ils ont été répliqués depuis, reproduits depuis. On a une preuve tangible d'un effet bénéfique de la divagation de la pensée sur un aspect particulier qui est la créativité. Il y a d'autres aspects bénéfiques de la divagation de la pensée, à commencer par un aspect qui est, de mon point de vue, assez intéressant, c'est lutter contre l'ennui. Alors, il semblerait que la capacité de notre esprit à se désengager de l'environnement extérieur, de l'environnement actuel, celui qui nous ennuie à un moment donné, pour s'engager dans une autre voie de pensée, cette capacité, elle pourrait avoir évolué pour nous permettre de nous soustraire à des situations qui sont ennuyeuses, à un environnement qui n'est pas intéressant, etc., etc. Ceci étant, la divagation de la pensée, elle permettrait de nous abstraire de cet environnement sans toutefois abandonner complètement la tâche que l'on est en train de réaliser. Si je reprends l'exemple que j'ai pris au tout début de mon intervention, de la conduite automobile, faites une petite introspection, il y a un nombre de fois incalculable où on est en train de conduire, mais on n'est pas du tout en train de penser au fait que l'on est en train de conduire, fort heureusement d'ailleurs. Donc nos pensées sont complètement ailleurs. Mais pour autant, on n'a pas abandonné la tâche qui nous intéresse et qui nous occupe. Donc il y aurait cette capacité ou cette faculté de la divagation de la pensée à nous permettre de nous abstraire de notre environnement, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir notre attention portée dessus, parce que l'environnement est ennuyeux, parce qu'on n'a aucun intérêt à rester plus longtemps dans cet environnement. Alors des recherches, effectivement, montrent que ça semble être le cas. Alors, là aussi, c'est une recherche qui est assez intéressante. C'est à nouveau une recherche qui a été réalisée par Benjamin Baird et son équipe. Donc ils ont essayé de voir si la divagation de pensée constituait un échappatoire à l'ennui.
Alors ils ont demandé à leurs participants de réaliser une tâche qui est particulièrement fastidieuse, qui consistait à appuyer sur une touche chaque fois qu'un X apparaissait à l'écran, tâche complètement rébarbative qui durait 45 minutes. Horrible. Donc tâche très très ennuyeuse. Avant le début de la tâche, ils ont demandé à leurs participants d'indiquer leur humeur. Donc une première mesure de l'humeur. Et puis tous les participants réalisaient la tâche très ennuyeuse. À la fin, on leur demandait à nouveau de donner l'état de leur humeur. Et puis pendant la tâche, on leur demandait d'interrompre la tâche, chaque fois qu'ils autodétectaient être en divagation de la pensée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'expérimentateur qui interrompait les participants, c'est les participants eux-mêmes qui, lorsqu'ils détectaient avoir des pensées divagantes, disaient hop, 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 arrêtez, voilà, j'ai des divagations de la pensée, on le notait, la tâche reprenait. Et ce qu'on constate, alors sans surprise, ce qu'on constate, quand on fait une tâche ennuyeuse, et ça c'est montré de façon très régulière, l'état de l'humeur a diminué entre la première mesure de cette humeur et la deuxième mesure. Globalement, on est dans une humeur un peu plus négative après avoir fait cette tâche fastidieuse qu'avant. Okay. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que cette diminution de l'humeur, elle est moins importante chez les personnes qui déclarent avoir le plus divagué pendant la tâche. Donc plus il y a eu de divagation de la pensée, et moins la diminution de l'humeur est importante. Donc il semblerait là aussi que, alors même si ça ne nous met pas de très bonne humeur, ça nous permet de ne pas trop être de mauvaise humeur. C'est déjà pas trop mal finalement. Autre aspect positif aussi de la divagation de la pensée, c'est dans la gestion du cycle attentionnel. Alors on a vu, je vous parle déjà depuis un certain moment de l'attention, de l'effet de la divagation de la pensée sur l'attention, on a vu que ça pouvait avoir des effets négatifs, et bien ça peut aussi avoir des effets positifs. Alors on sait que c'est une règle, c'est pas une exception, on a tous plusieurs buts, plusieurs objectifs que l'on a simultanément comme ça, et une fonction de la divagation de la pensée, ça pourrait être de permettre le passage d'un flux d'informations à un autre, par exemple passer des informations sur ce que l'on est en train de faire, sur l'environnement sensoriel actuel, à des informations prospectives, de planification, ou alors des souvenirs passés, etc. Donc la divagation de la pensée, elle pourrait nous donner l'occasion de passer fréquemment d'un courant de pensée à un autre, ce qui nous permettrait évidemment de maintenir, ça n'existe pas, de maintenir des comportements appropriés à nos différents objectifs. Et puis dernière chose, alors elle orienterait évidemment nos ressources attentionnelles de ce fait, et puis dernière chose, elle serait impliquée dans quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est notre capacité à voyager mentalement dans le temps. Donc ça c'est une capacité qui est absolument phénoménale, dont on bénéficie, notre capacité à nous souvenir, donc de nous souvenir de ce qui s'est passé, nous souvenir de ce qui aurait pu se passer, nous souvenir de ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs. On a tous des faux souvenirs, mais on est aussi capable de pré-expérimenter l'avenir. Donc on est capable de pré-expérimenter ce qui va se passer. Vous êtes tous ici tout à fait capables de pré-expérimenter ce qui va se passer une fois que cette conférence sera finie. Vous pouvez le pré-expérimenter, vous allez sortir de cette salle, vous pouvez envisager comment vous allez sortir de cette salle, etc. On peut aussi pré-expérimenter ce qui pourrait se passer. Et puis on peut expérimenter ce qui ne peut pas se passer. On peut tous ici pré-expérimenter le fait de marcher sur Mars. Il n'y a aucune chance qu'on le fasse, mais on peut le faire quand même. Donc c'est assez fabuleux cette histoire-là. Et la divagation de la pensée serait probablement impliquée dans cette capacité à voyager mentalement dans le temps. Alors comment ? Elle nous permettrait d'anticiper l'avenir. Alors je dis bien anticiper, je n'ai pas dit prédire. Anticiper l'avenir, c'est tout à fait différent. Comment est-ce qu'elle nous permettrait d'anticiper l'avenir ? Précisément en nous permettant d'élaborer un certain nombre de scénarios sur ce qui pourrait se passer, et donc nous permettre de mettre en place des stratégies pour faire face à ces différents scénarios. Ce qu'on sait, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que quand on étudie ce phénomène, on se rend compte qu'une très grande proportion de divagations de la pensée sont orientées vers le futur. On a vu aussi que majoritairement, même si la divagation de la pensée intervient dans toutes les activités, elle intervient préférentiellement dans des activités qui sont des activités automatiques, procédurales, qui ne sont pas très importantes, qui n'engagent pas la survie, qui ne sont pas des interactions sociales un petit peu délicates, etc. Et ces pensées, elles impliquent le soi aussi. Donc, elles sont dirigées vers le futur, elles impliquent le soi,
Elles interviennent dans des situations où finalement on n'a pas besoin de mobiliser nos capacités attentionnelles, etc. Maintenant, comment est-ce qu'elles nous permettent d'anticiper l'avenir? Il y a une étude qui est assez récente, qui a été réalisée par Lena Steindorf et Jan Rummel, qui a essayé de comprendre si effectivement la divagation de la pensée nous permet de maintenir des buts futurs. Donc aller chercher une lettre à la poste, aller ramener du pain ce soir, etc. Donc ces buts futurs, est-ce que la divagation de la pensée nous permet de les maintenir, éventuellement de les réactiver, etc. Alors ils ont essayé de montrer ça dans une étude où ils demandent à des participants de réaliser une tâche tout en maintenant ou pas un but futur. Alors l'expérience se déroulait de la façon suivante. Donc dans un premier temps, les participants, ce qu'ils devaient faire, c'est réaliser une tâche de N-back. Alors une tâche de N-back, c'est une tâche là aussi extrêmement excitante, puisqu'elle consiste à appuyer sur une touche chaque fois qu'une lettre apparaît alors qu'elle est apparue 2 essais avant. Donc, par exemple, ici, c'est J, T, J. Le J est apparu 2 essais avant, donc il faut appuyer ici sur cette lettre. Bon, c'est une tâche qui est pas trop consommatrice en termes attentionnels, c'est plutôt consommateur de ressources, de mémoire de travail, mais ça reste tout à fait gérable. Et pendant cette tâche, très régulièrement, on interrompt les participants pour leur demander l'orientation de leur pensée. Est-ce que leur pensée était focalisée sur la tâche en cours ou pas? Donc ils font une première fois cette tâche, et puis ensuite, on leur demande d'apprendre. Alors les auteurs présentent ça comme une tâche écologique. Bon, c'est très discutable. On leur demande d'apprendre une liste de courses en leur disant que voilà, il faut apprendre cette liste de courses parce qu'ensuite on va aller dans un supermarché pour aller chercher cette liste de courses. Aucun d'entre nous n'apprend par cœur sa liste de courses avant d'aller dans un supermarché. Mais bon, là c'est ce qu'on leur demande. Et puis, une fois qu'ils ont appris cette liste de courses, après un petit laps de temps, on leur demande un premier rappel surprise des 10 premiers items de cette liste de courses. On leur dit, voilà, rappelez les 10 premiers items de la liste que vous avez eu à apprendre. Donc on leur demande de rappeler ces 10 items en leur donnant chaque fois la lettre de chacun de ces 10 items. Donc ici, O pour orange, P pour poulet, H pour haricot, etc. Une fois que c'est terminé, c'est là qu'intervient la véritable manipulation. C'est là où on leur demande on demande à la moitié des participants, on dit à la moitié des participants que la tâche est terminée. Autrement dit, ils ont récupéré les 10 premiers items de la liste de courses. Ils n'auront pas à aller récupérer les 14 items restants. Bon. À l'autre partie des participants, on leur dit: vous avez récupéré les 10 premiers items de la liste de courses, mais vous n'avez pas pu tout récupérer dans le premier supermarché. Il faudra aller récupérer les 14 items restants dans un autre supermarché. Et puis on leur refait faire la tâche de N-back pendant un certain temps. Et à l'issue de cette tâche, à nouveau, un rappel surprise des 14 items restants pour les deux groupes. Alors qu'est-ce qu'on constate? Plusieurs choses. Il y a au moins trois résultats ici qui sont intéressants. En l'occurrence, premier résultat, alors qui lui n'est pas fondamental et n'est pas forcément très intéressant, c'est que quand on regarde les performances de rappel sur les 10 premiers items de la liste qui sont ici, il n'y a pas de différence entre le groupe à qui on a demandé d'interrompre leur tâche et le groupe à qui on a demandé de poursuivre la tâche, mais ça c'est normal, c'était avant la manipulation, donc il n'y a pas de différence, rien de très excitant là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est, premier résultat, c'est qu'il n'y a pas plus de pensée divagante dans le groupe à qui on a dit que la tâche était interrompue que dans le groupe à qui on a dit que la tâche était terminée, la tâche de récupération des items de la liste de courses. Donc ça c'est un premier résultat qui est assez intéressant. Deuxième résultat intéressant, c'est que sur la deuxième phase de rappel, les participants qui étaient dans la tâche où on a interrompu la liste de courses ont un meilleur rappel que les participants à qui on a dit que la tâche était finie. Là aussi, ce n'est pas très surprenant,
Là, en revanche, où c'est extrêmement intéressant, c'est quand on regarde le contenu des pensées divagantes. Alors, ce contenu, il est demandé pour tous les participants. Il est demandé pour les participants qui ne devaient plus aller chercher les items de la liste de course, et pour les participants qui devaient aller chercher les 14 items restants. Et ce qu'on constate, c'est que pour les participants qui ne devaient pas aller chercher les 14 items restants, ils continuent à penser à ces items, mais uniquement sur les 5 premières fois où on leur demande à quoi ils pensaient lorsqu'ils ont des pensées divagantes. En revanche, pour le groupe dans lequel ils devaient aller chercher les 14 items restants, eh bien, eux, ils rapportent, alors dans des proportions qui ne sont pas toujours très importantes, mais ils rapportent au cours des 10 fois où on les interrompt pour demander où est-ce qu'elles sont leurs pensées, et quand ils rapportent des pensées divagantes, eh bien, à chaque fois, ils pensent à cette liste de courses et à ces 14 items. Donc on a ici des éléments relativement probants qui semblent indiquer que la divagation de la pensée, elle permet de réactiver ou de maintenir des buts futurs. Alors pour conclure, ce que je vous ai dit, c'est que la divagation de la pensée a des effets délétères sur un certain nombre d'activités de notre vie quotidienne. Maintenant, quand on regarde un petit peu ces effets délétères, on constate qu'ils sont quand même finalement pas très importants. Le fait d'avoir à relire un paragraphe si on ne l'a pas compris, finalement, ça n'a pas un effet dévastateur sur notre fonctionnement. En revanche, quand on regarde les aspects positifs de la divagation de la pensée, on se rend compte que les effets, dans ce cas, semblent avoir quand même une importance un peu plus fondamentale. Et vous avez peut-être compris vers où penchait mon inclinaison. Il me semble que ces effets positifs sont plutôt favorables à une conclusion qui tendrait à dire que la divagation de pensée, c'est quand même un phénomène plutôt adaptatif. Et puis enfin, finalement, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a certainement différentes formes de divagation de la pensée, et que les conséquences de la divagation de la pensée sont certainement reliées à ces différentes formes, et que chaque forme peut probablement nous permettre de prédire des conséquences différentes. Alors je voulais vous présenter un petit truc sur le futur de la divagation de la pensée, mais on n'aura pas le temps ce soir. Je vous en parlerai certainement une prochaine fois, je ne pense pas, mais voilà, il y a certainement tout un tas de questions qu'on pourrait se poser sur ce phénomène, mais je vous en ai déjà beaucoup trop parlé. Merci pour votre attention et je m'excuse pour ce retard.